Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous excusons du petit problème technique qui s'est produit et nous donc recommençons notre émission traditionnelle de la semaine au cours de laquelle nous envisageons un fait d'actualité en Martinique, un fait d'actualité internationale et une partie des constructions. Alors au programme aujourd'hui, nous avons retenu une illustration de la politique de génocide par substitution menée par le colonialisme français en Martinique. Pour ce qui concerne l'international, nous allons parler du terrorisme à Gaza. Et en matière de déconstruction, je vais vous présenter une contribution du CNCP relative à l'évolution institutionnelle de la Martinique et au droit à l'autodétermination de notre peuple. Donc voilà pour le programme et je commence tout de suite avec une illustration de la politique de génocide par substitution. Alors, je vous avertis déjà que les citations que je ferai sont tirées d'une lettre adressée au rectorat par le collectif Ensemble pour défendre l'école Martinique. Vous pouvez retrouver cela sur les réseaux sociaux de son intégralité. De quoi s'agit-il? Mercredi 11 octobre, au journal télévisé de 19h de Martinique Première, le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a déclaré que pour mettre fin au dépeuplement de la Martinique, et donc, je cite, « Il faut recréer une politique attractive, il faut permettre à celles et ceux qui veulent venir ici de s'implanter, faire leur vie, travailler et s'épanouir. Ils verront qu'on est très très bien ici. » En parlant de faire venir des gens, il pensait manifestement aux ressortissants français, à ceux que certains appellent les métropolitains. Mais il faut ajouter qu'ailleurs, il a déclaré, ce même ministre, qu'une partie des troupes françaises qui sont chassées du Niger seraient réaffectées pour surveiller notre territoire. On ne fait pas de commentaires sur cela, on y reviendra dans la partie des constructions. Mais ce ministre a dit ça, mais dans le même temps, la Cour des comptes a lancé une offensive contre la rémunération des fonctionnaires martiniquais. Il a dit en Outre-mer, considérant que c'est un système injuste, difficile à gérer, lourd budgétairement. Pour les Français, entre guillemets, en Outre-mer. Mais que dit-il dans l'esprit du bonhomme Vigier? Que dit-elle, la Cour des comptes? Je cite encore. Il faut un dispositif plus attractif pour les fonctionnaires originaires de France. Et je cite ces propos, l'attractivité l'attractivité des affectations ultramarines suppose une approche plus globale qui prendrait en compte l'ensemble des modes de vie dans les territoires ultramarins, éloignement et isolement, sécurité, accès au logement, scolarisation des enfants, système de santé, accès aux soins, emploi du conjoint, valorisation du séjour outre-mer dans le parcours de carrière. Vous imaginez ce que ça veut dire? Pour les fonctionnaires qui travaillent en Martinique, il faut réduire la rémunération, c'est injuste. Et puis il faut inciter les fonctionnaires français affectés dans les territoires ultramarins en leur donnant toutes sortes d'avantages, en assurant emploi pour leurs conjoints, etc., etc. On voit bien qu'il s'agit là d'une politique de génocide par substitution. On a constaté, nous tous, l'intensification des mutations forcées
des lauréats au concours, même quand il y a des postes vacants en Martinique, même en cas de maladie grave, et quand des médecins le déconseillent formellement. On a également à noter le refus d'accepter les demandes de mutation des milliers de compatriotes martiniquais qui travaillent dans la fonction publique en France, qui, depuis parfois 10 ans, demandent à retourner dans leur pays. Et on parle de résoudre le problème de dépeuplement en faisant des Français entrer massivement en Martinique, en leur donnant des avantages. Donc, on aura compris qu'il nous faut absolument, en urgence, réagir de façon conséquente, que ce moment-là est largement venu. Je vais revenir sur cette question dans la partie des constructions. Je passe donc à la question internationale. J'ai annoncé le terrorisme à Gaza. Je suis prêt à parier que ce titre-là a tout de suite évoqué, dans la grande majorité de ceux qui l'ont entendu, le Hamas, le groupe terroriste qui a massacré des civils en Israël. Mais ce n'est pas étonnant, puisqu'il y a une manipulation médiatique massive qui a été mise en œuvre pour fabriquer le consentement de l'opinion à accepter la politique israélienne et à vraiment manipuler toute possibilité de savoir ce qui se passe effectivement à Gaza. Après l'offensive menée par le Hamas sur le territoire israélien, les impérialistes occidentaux et Israël, qui est leur tête de pont armée dans la région, ont sauté sur l'occasion pour profiter de mettre en œuvre une opération visant à écraser définitivement la résistance palestinienne et pour mettre fin à la solution diplomatique des deux États, israéliens et palestiniens, coexistant pacifiquement, qui avait été prônée par les instances internationales. En mettant au cœur de leur propagande le terrorisme du Hamas, leur objectif est premièrement d'occulter totalement la question fondamentale qui est celle de la résistance palestinienne qui lutte contre une colonisation d'une rare barbarie menée par l'État sioniste d'Israël. Deuxième objectif, il faut justifier ce qui est une agression militaire menée par Israël en fonction du droit de ce pays à se défendre. Alors, effectivement, la tuerie de civils, en particulier de femmes et d'enfants, la prise d'otages, qui sont malheureusement une réalité commune à toutes les guerres, sans exception, cela suscite obligatoirement le dégoût chez toute personne empreinte d'humanité. Les victimes civiles de l'offensive du Hamas sont largement instrumentalisées pour cacher les véritables enjeux de la guerre menée par Israël contre les Palestiniens. Et pour faire bonne figure, comme chaque fois qu'Israël prépare ou mène une agression militaire, on repasse dans les médias des films sur l'Holocauste, on fait des reportages sur des survivants et on refait référence à l'Holocauste, de façon à créer une empathie pour l'État d'Israël. Eh bien, si on se laisse piéger par des réactions émotionnelles, si on ne fait pas un effort vraiment conséquent pour raisonner, pour s'informer sur les véritables motifs de ces agressions, si on n'arrive pas à se défaire de la propagande israélienne qui diabolise tout ce qui vient de Palestine, eh bien, on va soutenir des criminels contre un peuple en lutte. Comment admettre que les mêmes personnes qui expriment leur empathie concernant les victimes israéliennes, qui avalisent une riposte aveugle et barbare contre tout un peuple, contre des millions de civils qui n'ont rien à voir avec les faits de guerre reprochés au Hamas,
Comment admettre que tous ces gens qui se déclarent horrifiés par le terrorisme du Hamas restent murés dans une glaciale indifférence quand des milliers de civils palestiniens, enfants, femmes et vieillards, sont déchiquetés par les bombes israéliennes, et cela depuis près de 70 ans. Pourquoi les pays occidentaux et leurs médias ne qualifient-ils pas Israël d'État terroriste? Le Hamas a tué des centaines d'Israéliens civils. C'est l'horreur absolue, c'est la nécessité d'écraser ces terroristes. L'État d'Israël tue des milliers de civils depuis des dizaines d'années. Il n'est jamais qualifié d'État terroriste. Au contraire, on va soutenir cet État en disant qu'il a le droit de se défendre. Alors pourquoi ne soutient-on pas le droit des Palestiniens à se défendre contre l'occupation israélienne, et pourquoi ne livre-t-on pas des armes à ces résistants-là pour lutter contre une occupation qui a déjà été 100 fois condamnée par l'ONU? Ce qui se passe actuellement, c'est qu'une fois de plus, un État terroriste commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ce qui est principal et qui est déterminant dans les affrontements qu'il y a aujourd'hui autour de Gaza. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce sont des punitions collectives. Comme des terroristes ont tué des civils chez moi, j'ai le droit de couper l'eau, l'électricité, l'arrivée de médicaments, l'essence pour tout le peuple. Refuser d'envoyer le pétrole qui fait tourner les moteurs dans les hôpitaux, etc. C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Donc, ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que Israël, avant les attentats du Hamas, les actions armées du Hamas, a déjà eu l'occasion de massacrer des civils des dizaines de fois dans des grandes opérations sans qu'il n'y ait aucune dénonciation, qu'il n'y ait aucune sanction venant de l'ONU. Au contraire, le même bloc occidental qui instrumentalise l'Ukraine, qui appelle à l'empathie avec le peuple ukrainien, pour préparer la guerre de l'OTAN contre la Russie, ce même bloc-là se reconstitue pour soutenir la nouvelle agression par l'État israélien. L'idée d'avoir deux États palestiniens, l'idée de pouvoir équilibrer les actions diplomatiques qui prévalaient jusqu'avant l'action armée du Hamas a disparu. Tout le monde ne dit qu'une chose: soutenir Israël, lui donner de l'argent et des armes, écraser la résistance palestinienne. C'est ce qui est déterminant. Et on prend ce prétexte-là pour préparer un conflit militaire. Vous avez remarqué qu'on insiste beaucoup sur c'est l'Iran qui donne des armes et de l'argent au Hezbollah et au Hamas. Ce sont ses partenaires, ils les soutiennent, il n'y a aucun problème sur ça. Mais qui donne des armes et de l'argent à Israël, qui est une armée d'occupation qui massacre les gens? Ça ne peut pas être un argument. Donc, on essaie de diaboliser l'Iran en même temps que le Hamas et le Hezbollah, en prévision de la guerre qui se prépare contre l'Iran précisément. Il n'y a plus d'histoire de position équilibrée, il y a histoire de préparer la guerre, les deux blocs sont bien tranchés, et il est absolument fondamental que nous réalisions, chacun et chacune d'entre nous, ce qui est caché par l'écran du conditionnement médiatique et qui vise à obscurcir notre réflexion. C'est un pas qui est en train d'être franchi vers le déclenchement du conflit militaire majeur, et qui se pointe là et qu'on a déjà vu se préciser en Ukraine à travers les contradictions autour de Taïwan, etc. C'est un pas vers la guerre mondiale de haut niveau, de haute intensité qui est en train de se faire. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis envoient le plus grand porte-avions, s'ils commencent à tirer contre des missiles Houthis, etc. C'est vraiment un pas qui se prépare au niveau de la guerre mondiale.
Et puis, il y a un deuxième enjeu fondamental, c'est l'accélération de la fascisation de toutes les sociétés. Nous n'avons cessé de donner des exemples sur la façon dont on bafoue la démocratie, dont on surveille les opposants, mais surtout, c'est l'interdiction d'exprimer ses points de vue. Alors, c'est par étapes. Du temps du Covid, il est interdit à tout scientifique, site, etc., de dire c'est une manœuvre pour le compte des multinationales, il s'agit de produits expérimentaux, on nous cache les effets secondaires. Donc, il était interdit. On avait des amendes si on ne respectait pas les décisions qui nous confinaient, qui nous empêchaient de respirer auprès de la plage, etc. C'était une préparation. Et puis là, on franchit un nouveau pas. Il est interdit de dire « Je soutiens la résistance palestinienne ». Si on dit ça, ça veut dire qu'on est terroriste avec le Hamas. Le Conseil d'État a annulé l'interdiction par le préfet, par le ministre de l'Intérieur, qui avait été prononcée pour toute manifestation de soutien à la Palestine, sans aucune sorte de discrimination, mais n'empêche que partout il y a une offensive pour empêcher les manifestations, pour fermer les comptes qui sont qualifiés de comptes qui font l'apologie du terrorisme. Alors si un journaliste vous demande, un homme politique, un sportif, condamnez-vous le terrorisme du Hamas? Si vous répondez, le problème est ailleurs, la résistance palestinienne, tous les médias vous dénoncent, mènent la campagne pour vous. Vous êtes un terroriste aussi. Vous n'avez pas le droit de penser, ce que j'explique là dans cette émission, que dans toutes les guerres, il y a des débordements, que tous ceux qui soutiennent la révolution palestinienne, dans leur écrasante majorité, regrettent, déplorent la mort des civils, compatissent, mais tous ceux-là savent que c'est les lois de la guerre et que la politique de deux poids, deux mesures est inacceptable. On se moque de l'intelligence humaine quand on nous fait pleurer quand il y a des civils israéliens, et puis qu'on nous dit Israël a le droit de tuer des centaines de gens pour se venger. Alors les vies humaines ne valent pas la même chose. Mais les gens qui soutiennent la résistance palestinienne ne soutiennent pas la mort des civils, ils la regrettent, mais ils disent que ce sont les lois de la guerre, malheureusement. Et ce que nous disons actuellement là peut nous valoir des poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme. C'est de la fascisation, c'est du terrorisme intellectuel. Ajoutez à cela que les classes dominantes françaises utilisent, instrumentalisent les morts civils pour continuer à écraser la France insoumise et tous ceux qui s'opposent à la politique scélérate du gouvernement français en matière étrangère. On n'a pas le droit de dire qu'on soutient la résistance palestinienne. Alors, vous avez vu l'offensive contre LFI, vous avez vu que manifestement, il faut répercuter le message officiel. Il ne faut pas mettre en doute les informations qui disent Israël a bombardé un hôpital pour tuer plus de 450 personnes. Ça s'appelle journaliste. Ça s'appelle chef d'État. Et puis ça vient dire, c'est un roquette qui a été mal dirigé, qui est tombé là. Il n'y a pas de preuve que... quelle enquête? Il est manifeste que c'est dans le cadre des bombardements israéliens qui sont systématiques que cet hôpital a été détruit. Et ce n'est pas la première. Régulièrement, il y a des écoles, même qui sont sous le contrôle de l'ONU, qui sont bombardées. Il y a des ambulances. Personne ne peut contester cette réalité récurrente. Mais on va chercher à dire, oui, on ne sait pas. Et puis on va critiquer ceux qui disent, c'est Israël. Vous êtes antisémite. Mais tout cela fait partie de la fascisation, obligé de reprendre la pensée officielle et ne pas accepter des manifestations contradictoires.
Donc on a dit qu'on avance vers la guerre, le fascisme se remplace, et c'est ça qui est l'enjeu de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Alors, quand on dit ça, il faut voir que c'est normal que les réactionnaires, que les colonialistes défendent ces positions barbares. Mais dans la classe politique de gauche française, dans les organisations soi-disant démocratiques de soutien, etc., une grande majorité répercute la propagande impérialiste. C'est effrayant, parce que ce ne sont pas seulement les macronistes qui attaquent la France insoumise. Précisons que nous ne sommes pas du tout adeptes de la France insoumise. Nous parlons de la fascisation. Ce sont aussi des gens de gauche. Ah oui, Mélenchon n'aurait pas dû dire ça. Ah, comment s'appelle la députée, on a même fait des caricatures racistes contre elle dans Charlie Hebdo, parce qu'elle a dit, mais non, mais il y a la résistance palestinienne. Enfin bref, le nom méchant. Obono, oui, etc. Bon, donc, on a vraiment une interdiction de pensée contradictoire. Donc, il faut faire attention, tout ça fait partie de la manipulation médiatique pour pouvoir prendre des positions circonstanciées. Et puis, il y a aussi des gens qui sont anticolonialistes, qui sont contre le racisme et anti-noir, etc., qui développent la thèse dans ce contexte-là. Ils font envoyer Israéliens et Palestiniens dos à dos. Parce que les Arabes aussi ont mis des gens en esclavage dans l'Antiquité. Parce que ils sont aussi négrophobes que les Blancs, etc. Vous vous imaginez que le poids de la propagande du conditionnement idéologique, ces gens-là arrivent à raisonner avec la grille construite par les colonialistes qui dit qu'une race, une ethnie, un peuple, dans son ensemble, a des prédispositions négatives ou positives. Alors, il y en a qui sont voués à être supérieurs et puis il y en a qui sont voués à être méchants, scélérats, les Arabes sont... Mais ce sont des grilles racistes construites par les colonialistes. C'est vrai qu'il y a eu des classes dirigeantes arabes qui ont pratiqué l'esclavage, la vente des êtres humains. Mais c'était des classes dirigeantes. À cette période-là, il y avait des millions d'Arabes qui étaient des paysans, qui étaient eux-mêmes soumis à toutes sortes d'atrocités par les classes dominantes et qu'on ne peut pas rendre responsables, eux et tous leurs descendants, de l'esclavage qu'avaient pratiqué les Arabes. Alors, on prend ça comme prétexte pour dire, aujourd'hui, on a un peuple qui subit des atrocités, qui est sous des bombes, des enfants, des bébés qui sont décapités par un État sioniste au service des impérialistes. Ah, on les renvoie dos à dos parce que cette race-là ou cette nationalité-là serait globalement négrophobe, etc. Dans tous les continents, dans tous les peuples, il y a des forces réactionnaires, des forces colonialistes scélérates, et il y a toujours eu des classes dominées, opprimées. Et parmi les gens qui sont opprimés, il y en a toujours eux qui ont soutenu les luttes des esclavagisés et des colonisés. Ça, c'est l'histoire. Donc, quand on prend cette attitude de renvoi dos à dos, ça veut dire qu'on laisse concrètement les colonialistes écraser un peuple qui lutte. Alors que nous savons qu'il sera absolument impossible de changer la situation du monde s'il n'y a pas internationalisation et coordination des luttes de tous les peuples colonisés, quelle que soit leur nationalité, leur race, enfin bref, sans ça, on n'aura pas la force nécessaire pour inverser le système. Alors, le renvoi de dos à dos pour ne pas soutenir la lutte d'un peuple colonisé qui est opprimé, c'est l'antithèse du panafricanisme qui célèbre les cultures africaines
du respect de l'homme, du partage, de la solidarité, de l'entraide, de la compréhension de l'unité, de l'harmonie qui doit exister entre tous les hommes et tous les hommes, les femmes et l'environnement. C'est l'antithèse de la pensée panafricaine. Ceux qui ont lu les textes de Nkrumah, en fait de tous les penseurs de panafricanisme, savent que ce sont de profonds humanistes et que s'ils étaient là aujourd'hui, ils n'auraient certainement pas dit « je renvoie les Palestiniens et les Israéliens dos à dos ». Donc il faut bâtir l'international des luttes populaires contre le colonialisme, contre l'impérialisme et l'ultralibéralisme. Donc aujourd'hui, il y a des protestations sur toute la surface du globe en faveur du peuple palestinien. Pas seulement dans le monde arabe, comme ils disent, mais en Asie, il y a des protestations. Aux États-Unis, en Angleterre, les médias n'en parlent pas tellement. En Israël, il y a des gens qui manifestent pour le respect des droits du peuple palestinien. Donc, comment imaginer que nous pourrions renverser l'impérialisme sans faire converger la lutte de tous ces gens-là qui se basent sur des principes humanistes? Évidemment, chacun aura à choisir son camp en la matière. Donc voilà pour ce qui concerne la situation à Gaza, le terrorisme à Gaza, qui est principalement le terrorisme de l'État sioniste. Et donc nous allons faire une petite respiration musicale en attendant de passer à la période déconstruction. Voilà, alors nous passons maintenant à ce texte qui est une contribution du CNCP, dont le titre est « Quelle démarche pour la décolonisation et l'autodétermination ?» Alors, je vais donc le lire. Vous pouvez le retrouver sur Internet, mais on va donner les liens plus tard. Dans la résolution 1514 de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, daté du 14 décembre 1960, il est clairement stipulé que tous les peuples ont le droit à la libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Notre pays est-il colonisé, oui ou non? Il l'est incontestablement. Notre peuple est-il opprimé et discriminé? Aucun doute n'est possible à cet égard. Nous vous renvoyons à ce propos au texte publié par le CNCP qui s'intitule « La présence coloniale de la France en Martinique » qui est facilement trouvable sur Internet. Nous sommes donc absolument fondés à exiger le respect de notre droit à l'autodétermination. Et dans cette contribution, nous partageons avec vous l'analyse que fait le CNCP des différentes démarches proposées par les organisations qui se revendiquent anticolonialistes afin de mettre fin à la domination française et permettre que notre peuple choisisse librement son destin. Mais avant toute chose, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles se déroule la lutte que nous menons pour atteindre ces objectifs. Il suffit d'observer la politique et le comportement du pouvoir colonial français dans ces dites possessions d'outre-mer pendant toute l'histoire et de sa présence, toute l'histoire de sa présence, et aujourd'hui encore. Pour planter le décor. La France n'acceptera jamais
de respecter notre droit à l'autodétermination sans y être contrainte. Sa perversité est connue en la matière. Deux exemples peuvent le rappeler. D'abord, le kidnapping de l'île de Mayotte, qui n'est pas reconnu par les instances internationales, après le référendum dans l'archipel des Comores, consultation au cours de laquelle le peuple colonisé avait choisi l'indépendance. Deuxième exemple, la stratégie employée pour dévoyer le processus d'autodétermination du peuple kanak. Circulaire de Pierre Mesmer visant à rendre celui-ci minoritaire, manipulation de l'électorat pour fausser le résultat, iniquité manifeste dans la campagne avant le référendum, rendue inévitable par la mainmise du pouvoir colonial sur les institutions et les médias. En ce qui concerne notre pays, nous devons être pleinement conscients que le pouvoir colonial français a déjà enclenché les manœuvres pour faire barrage à tout processus d'autodétermination. La préméditation se traduit, d'une part, par la modification introduite dans la Constitution française pour gommer notre qualité de peuple et nous parquer dans la catégorie de population. D'autre part, par l'intensification de la politique de génocide par substitution. La France, aujourd'hui poussée dans ses derniers retranchements, a déclenché une véritable guerre contre notre peuple dans l'espoir d'asseoir définitivement sa présence en Martinique. Chassé de son précaré africain, voyant sa puissance économique s'effilocher, réalisant la montée du sentiment national au sein de notre peuple et la détermination dont fait preuve une partie de notre jeunesse, la France est consciente que c'est sa survie en tant que puissance impérialiste qui se joue. Une fois de plus, nous vous invitons à vous reporter aux propos tenus par Emmanuel Macron devant les hauts officiers de l'armée française à l'occasion des vœux de Nouvel An. Le pouvoir colonial n'aura aucun scrupule à lancer une opération militaire pour tenter d'écraser d'éventuelles révoltes populaires. Certains applaudissent les rotations du RAID ou du GIGN et l'installation de 3 nouvelles brigades de gendarmerie, relayant l'illusion que le seul objectif de ces forces françaises de répression est de venir combattre la délinquance. C'est oublier le sinistre rôle qu'elles n'ont cessé de jouer dans notre histoire et les attitudes ségrégationnistes qu'elles ont encore aujourd'hui envers notre peuple. C'est oublier aussi le rôle qu'elles jouent contre les mouvements populaires en France même. En fait, il s'agit de quadriller le pays et de renforcer le contrôle de la population pour garantir la pérennité de la domination coloniale. N'est-il pas assez explicite que les 2 dernières grandes manœuvres militaires organisées par l'armée française dans notre pays avaient pour thème la protection et l'évacuation de ressortissants? L'un des aspects les plus pernicieux de ces manœuvres, c'est l'implication de plus en plus marquée de jeunes Martiniquais. Des campagnes publicitaires massives sont organisées pour idéaliser l'armée et appeler nos jeunes compatriotes à s'engager. Ce sont des panneaux 4x4, ce sont des spots télévisés, des visites d'école, des journées de propagande, etc. Dans un pays où le chômage touche 60% de la jeunesse, le message mis en avant, c'est l'opportunité d'emploi qu'offre l'armée. Mais le vrai objectif du pouvoir colonial est de détourner les jeunes de la dynamique nationaliste avec l'intention de les utiliser le moment venu pour diviser les forces populaires. Pardon. Mais revenons aux fameux ressortissants français. Encouragés par le gouvernement à venir s'installer dans la colonie, jouissant d'accompagnement financier pour leur installation et leurs activités professionnelles, comme en atteste l'intervention de Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer le 11 octobre dernier au journal télévisé de 19h sur Martinique Première, bénéficiant d'une sollicitude empressée des gendarmes quand ils ont des litiges avec la population,
Ceux qui s'autodésignent expatriés, s'adonnent de plus en plus à des provocations et laissent libre cours à un racisme décomplexé. Ils ignorent l'histoire et la mentalité de notre peuple et ils n'ont aucune idée des conséquences qui pourraient en découler. Mais profitons-en aussi pour dénoncer l'hypocrisie d'une large fraction de la classe politique française, dite de gauche, qui reprend le narratif colonialiste sur la grandeur de la France et le rôle qu'il lui appartient de jouer dans le monde. Son devoir d'aider les populations défavorisées dans les autres continents. Ils affirment que la Martinique est française et doit le rester. À leurs yeux, la lutte pour défendre notre identité et notre culture ne devra en aucun cas remettre en cause l'unité de leur République et de sa laïcité. La volonté d'exercer notre droit à l'autodétermination devient du communautarisme. Il faudra bien que, tôt ou tard, tous les nostalgiques de la coloniale entendent raison. Mais c'est en prenant en compte tous ces éléments que nous pouvons affirmer que tous les partis qui prônent le maintien dans la République, qui prétendent qu'un dialogue avec le pouvoir colonial pourrait amener celui-ci à accepter nos doléances, à nous accorder responsabilités et dérogations salvatrices, que tous ces partis donc détournent honteusement notre peuple de la voie qui mène à la décolonisation et à l'autodétermination. Tous ces préliminaires nous amènent à considérer trois aspects de la problématique. La demande de modification de la Constitution française, la démarche électoraliste et la réinscription de la Martinique sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Premier aspect, de ce que nous avons rappelé plus haut, nous pouvons tirer la conclusion qu'aucune modification de la Constitution française ne vaudrait garantie d'une démarche positive d'évolution institutionnelle. Il n'y avait pas d'évolution sérieuse quand le mot peuple était inscrit dans sa Constitution. Il n'y en a pas eu quand on a été remplacé par population. Il n'y en aura pas non plus si on remet le mot peuple dans la Constitution française. Mais le deuxième aspect est de la même nature. La démarche purement électoraliste que proposent certains partisans de l'évolution institutionnelle. Eh bien, nous avons vu l'importante marge de manœuvre dont dispose le pouvoir colonial pour vicier la base électorale et les conditions d'organisation des référendums. Mais le plus grave, c'est que les conditions dans lesquelles se déroulent les affrontements électoraux chez nous attisent de brutales et irréconciliables divisions au sein de notre peuple. Par exemple, la haine alimentée entre les autonomistes de Ensemble pour une Martinique nouvelle et les patriotes du Grand Semblé en est une triste illustration. Ceci est un frein indéniable à la possibilité de construire l'unité indispensable qui nous permettrait d'affronter le colonialisme. Troisièmement, enfin, le combat pour la réinscription de la Martinique sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser relève évidemment d'une impérieuse nécessité. Cependant, pour qu'il soit gagné, il nous faut avoir un regard lucide sur ce qu'est l'ONU aujourd'hui. Cette institution est devenue un cerbère tenu en laisse par les puissances impérialistes occidentales. Celles-ci, ces puissances, y menant une politique de 2 poids 2 mesures, autorisant des agressions injustifiées, violant la souveraineté de certains pays ou leur imposant des sanctions illégitimes. Il serait complètement illusoire d'espérer faire bouger les lignes à l'ONU sans avoir au préalable systématisé, premièrement, le travail de dénonciation de la domination coloniale et la recherche de soutien au plan international. Deuxièmement, la construction de convergence
avec les mouvements populaires et les forces politiques anti-impérialistes à l'échelle mondiale. Troisièmement, le lobbying auprès des gouvernements anti-impérialistes et de tous ceux qui travaillent à la réforme du fonctionnement de l'ONU. Tout cela ne s'improvise pas et ne peut se concevoir que dans un cadre organisé. En tout état de cause, tout le travail sur le plan international sera totalement sans effet s'il ne s'appuie pas sur une mobilisation de notre peuple, mobilisation conséquente et indiquant clairement que les Martiniquais et les Martiniquaises exigent le respect de leur droit à l'autodétermination. Plus généralement, aucune autodétermination ne sera effective si le peuple n'en est pas le moteur. La priorité des vrais partisans de la souveraineté doit donc être, d'une part, de diffuser massivement au sein de notre peuple les éléments lui permettant de faire des choix éclairés, et d'autre part, de multiplier les espaces dans lesquels Martiniquais et Martiniquaises puissent faire l'apprentissage de la démocratie directe, et en l'occurrence, des espaces où ils pourront s'accorder sur une vision et des objectifs communs, en particulier en ce qui concerne la démarche pour avancer vers l'autodétermination et la décolonisation. En tout cas, les portes des comités populaires restent grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui s'accordent sur notre analyse et qui souhaitent porter concrètement leurs contributions à la démarche que nous prônons vers l'autodétermination et la décolonisation. Donc voilà le texte que je voulais vous lire en matière de déconstruction. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour les petites hésitations, hélas liées à la fatigue. Nous prenons rendez-vous pour une nouvelle édition la semaine prochaine. Merci de votre attention. Bien que